Salut toutes les apprentis assistantes virtuelles qui entrent dans la newsletter par centaines. C'est un honneur, c'est un plaisir de communiquer avec vous via ma newsletter. Donc, le sujet du mois de juin pour la première newsletter, oh qu'est-ce qu'il fait chaud ici, c'était réseaux sociaux et community management. Donc, je suis Sarah, responsable de l'Académie des assistantes virtuelles et lors de cette vidéo, je vais te parler de community management. Donc, pour la première newsletter du mois, j'ai fait le tour des réseaux sociaux et surtout de l'importance des réseaux sociaux pour un web entrepreneur. J'ai essayé d'expliquer, pour celles qui débutent, pourquoi les réseaux sociaux étaient devenus aussi importants pour un web entrepreneur, quel que soit son niveau, qu'il se lance ou qu'il soit à un niveau avancé. Voilà, donc ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que moi j'ai beau avoir mon point de vue sur cette histoire de réseaux sociaux, n'empêche qu'il faut distinguer, la posture de l'entrepreneur, les décisions qu'il prend, et toi, lorsque tu auras un client qui te demandera des missions de community management. Donc, je l'ai dit dans la newsletter et je le répète et je le dis encore haut et fort dans la formation, il est hors de question de prendre à bras-le-corps une mission à la place d'un community manager. Évidemment, c'est un vrai métier, il faudrait une année pour être formé de A à Z. C'est pas du tout le délire. Ici, il s'agit de comprendre, évidemment ce que c'est, qu'est-ce que fait un community manager, et du coup, une fois que tu comprendras ça, tu pourras savoir où est la différence entre une mission de délégation, enfin une mission déléguée de community management et le vrai taf, le vrai boulot de community manager. Donc, la façon la plus caricaturale, si tu sens que ton client commence à te demander de prendre la responsabilité de quelque chose, ça y est, c'est qu'il est en dehors des clous. S'il y a des demandes de chiffres à atteindre, s'il y a des demandes de stratégie à élaborer, ça y est, c'est que là, tu peux, en tout bien tout honneur, lui dire « Stop, ça, ce n'est pas mon travail ». Là, il faut aller voir un expert, un community manager, et il y a fort à parier qu'en fait, il le sait très bien, peut-être, ou pas, et que tout simplement, il se dit « j'ai pas envie de lâcher une somme telle sans savoir ce que ça va donner, et je préfère mettre un peu cette responsabilité, ce poids sur les épaules de quelqu'un qui prendra moins, parce que si ça ne marche pas, eh bien, voilà, j'aurais perdu moins d'argent. » Donc, n'hésite surtout pas ou à demander à des personnes qui travaillent depuis plus longtemps que toi si c'est OK, ou en fait, tu le sens à l'intérieur, tu n'as aucune responsabilité à prendre. Lorsque tu gères une mission, tu pars avec une feuille de route et tu exécutes les idées de ton client, de ta cliente. C'est lui qui élabore les stratégies, c'est lui qui se dit « Tiens, je veux atteindre tel chiffre ce mois, donc je décide que mettre en place ça, ça et ça, c'est une bonne idée. » Qu'il bosse seul ou avec un consultant marketing, qu'importe. Voilà, donc ça, j'avais vraiment besoin de le poser parce qu'il ne faut pas tout comprendre. Le mois dernier, on a parlé des visuels et du graphisme, c'est exactement la même chose. Il est hors de question de prendre en charge l'expertise totale d'un graphiste. Pas du tout. Et il y a un endroit où il faut vraiment renvoyer le client dans ses cordes de la façon la plus transparente, parce que de temps en temps, c'est vrai que le client ne se rend pas compte à quel point ce qu'il demande, c'est trop lourd en responsabilité. Allez hop, on revient donc à cette mission que tu vas avoir, j'espère, bientôt, de community management. Donc, on peut par exemple te demander de prendre en charge une page pro d'un client où est
également son groupe Facebook et d'être modératrice de son groupe Facebook. Alors, c'est avec l'habitude, au bout du deuxième client déjà, il y a des réflexes qui viennent, c'est d'avoir une liste de questions à poser. De savoir aussi quelle est ta posture. Est-ce que tu parles au nom de ton client ou au nom de son équipe? Mais si vraiment tu parles au nom du client, eh bien, imagine toutes les questions que tu as besoin de lui poser pour savoir exactement ce qu'il attend de toi. Donc il faut connaître parfaitement ce qu'il vend, ce qu'il propose en produit gratuit, ce qu'il vend en produit payant, quelle est sa vision, est-ce qu'il a déjà une identité visuelle que tu vas devoir réutiliser à chaque fois, sa grande thématique, mais aussi les thématiques adjacentes, parce que ça va te permettre de trouver plein de contenus auxquels tu n'aurais pas pensé de prime abord. Ensuite, il y a plein de questions à poser sur ses prospects. Qui sont-ils? Ce qu'ils aiment? Et où le client va trouver que tu lui apportes vraiment quelque chose, c'est si, au fil de tes questions, tu vas réveiller des questions qu'il ne s'était pas posées. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on délègue quelque chose, eh bien, on se retrouve obligé de se poser des questions qu'on essayait d'éviter. En fait, lorsque tu as besoin, et ça m'est arrivé plein de fois, pour aller plus vite, il y a un moment, tu te dis, bon, je décide de déléguer. Mais lorsque quelqu'un doit faire le boulot à ta place, tu dois lui expliquer plein de trucs. Et c'est pour ça que souvent, on est un peu réfractaire à déléguer, parce que ça signifie qu'il faut prendre 2 bonnes heures pour expliquer les choses et mettre en place la délégation idéale, en tout cas pour le début. Et ensuite, il faut reprendre du temps pour ajuster les choses. Et ça, c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose à expliquer aussi à un client. Que c'est pas parce qu'il t'aura tout expliqué au départ que pendant 1 an, tu vas tout comprendre. Non. Imagine, par exemple, dans ta mission, il te demande de répondre aux questions sous les publications. Donc, il y a des questions, tu sauras y répondre, à des questions, tu ne sauras pas y répondre, ou tu ne sauras pas comment te positionner, quelle posture adopter. Parce qu'il arrive souvent, et tant mieux pour l'entrepreneur, d'avoir des gens qui sont pas très cool. C'est un bon signe, il ne faut pas s'inquiéter. Lorsqu'on débute en tant qu'assistante virtuelle, on peut avoir l'impression que « oh là là, c'est une catastrophe » si quelqu'un laisse un commentaire désagréable, négatif, une critique, etc., un dislike. Non, pas du tout. C'est tout simplement que le post, que la publication éveille des émotions chez le lecteur, et c'est très bien. En fait, et ça c'est plutôt du marketing, mais ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux ça plutôt que quelque chose de fade qui ne génère rien. C'est tout simplement que l'entrepreneur, ça y est, il a trouvé sa position, et en fait, ou bien il fédère autour de lui, ou bien il repousse les gens, et c'est très bien pour lui. Mais du coup, c'est toi qui vas devoir répondre à ces gens qui sont souvent agressifs, ou qui râlent beaucoup, ou qui... Alors, il y a énormément de gens qui décident de porter l'étendard pour défendre la veuve et l'orphelin, et d'annoncer au grand jour que ceci est une arnaque. Bon, bref, et il y en a toujours, ça m'est arrivé 1 million de fois, et c'est toi qui vas devoir répondre. Donc, selon ton caractère, tu vas vouloir rentrer en discussion, ou alors tu vas vouloir effacer le commentaire, ou bien tu vas vouloir, bip, l'insulter. Voilà, ce sont des choses à discuter avec ton client, savoir comment ça se passe pour lui. Si il aime l'humour, eh bien, tu vas voir avec lui si tu peux répondre avec humour et un petit peu pousser les gens dans leur retranchement. C'est super, il répond, tu réponds, il répond, tu réponds. Et puis, le post monte, le reach devient... voilà, c'est intéressant pour la publication. Ou bien ça devient trop compliqué et tu effaces le commentaire. Bref, ce sont des discussions à avoir, et c'est parce que tu auras de l'expérience, tu te seras retrouvé face à des situations difficiles, donc tout ça tu le notes au fur et à mesure. Il n'y a pas à se dire « oh là là, je gère mal ». Non, tu notes, et il faut toujours décider de refaire un point à J+30, et ensuite, je pense que 3 mois, c'est un bon...
l'échelon est suffisamment large pour pouvoir ajuster certaines choses. Concernant le groupe, si tu gères un groupe, c'est exactement la même chose. Il faut que tu connaisses l'intention du groupe. Et alors, tu vas demander à l'entrepreneur quelle est l'intention de son groupe. Est-ce que c'est simplement pour animer une communauté? Est-ce que ce groupe est là pour écouter les gens, parce qu'en fait, il en aura besoin parce qu'il est à une phase où il ne sait pas encore exactement comment s'adresser à ses prospects et donc il a besoin, comme avant, on allait dans les forums pour lire un petit peu et découvrir le vocable des gens, quels étaient leurs réels problèmes, ce dont ils avaient besoin, etc. pour ensuite proposer le produit le plus adéquat. Donc il y a des groupes qu'on crée pour ça. C'est vraiment super intéressant de créer un groupe et de venir un petit peu renifler le besoin de ces gens-là. On sait qu'on a quelque chose à leur vendre, mais on n'arrive pas encore à expliquer les choses. Et créer un groupe, c'est souvent une astuce d'entrepreneur. Mais ça, il faut que tu le saches. Est-ce que le groupe va servir à vendre directement? Bref, en tout cas, il faut demander quelle est l'intention de ce groupe. Et qu'est-ce qui se passe selon le niveau de l'entrepreneur que tu accompagnes? En fait, c'est une question qui ne s'est pas posée. Et il va être enchanté, ravi que tu lui poses la question. Donc, souvent, les jeunes assistantes virtuelles qui rencontrent de jeunes, quand je dis jeunes, c'est débutants web entrepreneurs, eh bien, on n'ose pas se poser des questions, on n'ose pas se confronter. Et du coup, le partenariat ne va pas très loin parce qu'il y a eu des soucis de communication, tout simplement. L'assistante virtuelle se dit qu'elle gère mal, le web entrepreneur trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, alors que c'est tout simplement, à un moment donné, un manque de cadrage. Et c'est à toi, alors je dirais pas de prendre le lead, parce que là, c'est pas un leader et un suiveur, mais c'est te positionner d'égal à égal. Et souvent, c'est ce qui est compliqué dans une relation entrepreneur, masculin ou féminin, et assistante virtuelle ou assistant virtuel. Certaines assistantes virtuelles ont ce sentiment d'être un peu en dessous. Et du coup, lorsqu'il y a des questions à poser, ça coince. Lorsqu'il y a des idées à proposer, on n'ose pas. Et voilà. Et donc, ça s'apprend et c'est super important parce que c'est pas parce qu'on est web entrepreneur qu'on sait tout. On a tous démarré, tout le monde démarre. Et dans la newsletter, j'essaie de le raconter du mieux que je peux. Mais en fait, quand on débarque sur le web et qu'on veut lancer notre entreprise, on ne se rend pas compte au début. On vient avec notre bonne idée. On croit que tout le monde va être au courant très vite parce qu'il suffit de déposer un post sur Facebook pour que la terre entière le voie. Et ça ne marche pas. Et il n'y a personne qui vient nous expliquer si nous, on ne va pas chercher les renseignements. Donc, c'est aussi à toi d'être au courant de comment fonctionne Facebook à l'intérieur. Voilà pourquoi le 30 juin, je fais une masterclass sur cette thématique, réseaux sociaux et community management, où on décortique principalement Facebook, un petit peu Instagram, et ensuite c'est vraiment super important de comprendre que c'est à toi d'aller glaner toutes les infos gratuites, mais également payantes, parce que le gratuit a ses limites, malheureusement, pour connaître les coulisses de tous ces trucs-là. En fait, quand tu deviens assistante virtuelle, c'est terminé. Tu n'es plus consommatrice d'un réseau social, il faut que tu sois actrice. Même si tu ne vas pas proposer des stratégies aux clients que tu accompagnes, si à un endroit, tu vois qu'il y a quelque chose d'insensé ou de l'énergie dépensée pour rien, tu vas apprendre à le lui proposer, à lui faire part de ton expérience, de tes connaissances. Et après, il prend ou il prend pas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, tu seras clair avec toi-même. Tu lui auras dit quel est ton point de vue. Alors, moi, forcément, en tant que consultante marketing, je me permets, par exemple, de dire aux débutants arrête, par exemple, de vouloir être sur tous les réseaux sociaux, de faire du YouTube, du Snapchat, de l'Instagram, du Facebook. Tu vas juste exploser, burn-out, et on va s'arrêter là. Choisis celui où toi déjà tu es le plus à l'aise, celui que tu consommes de façon personnelle, parce que tu as l'habitude, tu as les codes, tu sais ce qui marche, tu vois ce qui marche. En fait, même si tu penses ne pas avoir de compétences, tu l'utilises tellement qu'il y a des choses qui deviennent instinctives. Et l'année prochaine, tu pourras en prendre un autre.
Ou alors, tu prends une assistante virtuelle qui fait les choses à ta place. Mais tu ne peux pas mettre ton énergie la première année sur 4 réseaux sociaux et faire toi-même ton community management, c'est-à-dire répondre sous les publications, donc faire du SAV. Ça, c'est une assistante virtuelle qui peut le faire. Répondre en MP aux messages, les gens demandent des conseils et c'est génial, c'est bon signe. Mais si tous les jours tu cours en train de répondre aux gens, t'en peux plus. Donc ça aussi, c'est le travail d'une assistante virtuelle. Créer du contenu pour animer ta page, ça, c'est le boulot aussi d'une assistante virtuelle si tu lui donnes des informations pour qu'elle puisse être autonome et le faire par elle-même. Voilà. Toi, en tant qu'entrepreneur, si tu ne veux pas prendre un community manager, tu crées ta stratégie et donc au début, il est conseillé de faire au plus simple un réseau social, le développer à fond, devenir bon là-dedans et ensuite, tu vas voir à côté ce qui se passe. Pour les chanceuses qui travailleront avec des web entrepreneurs qui fonctionnent depuis un petit moment et qui ont décidé d'élargir leurs médias de communication, donc d'avoir 2, 3, 4 réseaux sociaux, là, il y a plus de travail, mais en même temps, l'entrepreneur est plus avisé, donc il a ses stratégies. Là, vraiment, il peut te donner une feuille de route et tu n'as qu'à appliquer, tu n'as qu'à passer à l'action et tu sais vraiment ce qu'il te reste à faire. Là, la différence va être dans ton organisation. Il faut savoir s'organiser. Maintenant, tout ça, c'est super bien fait. Tu peux programmer. Ça veut dire qu'en 1 heure de travail, il est conseillé de programmer au moins, je ne sais pas, moi, au début, tu t'es lente, donc tu fais 1 semaine, 2 semaines. Et petit à petit, tu peux peut-être programmer 1 mois de publication. Ensuite, il y a un autre moment où tu viens simplement pour répondre aux gens, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de structurer ton temps de travail, de cloisonner, parce que pourquoi à un moment un entrepreneur se noie dans les réseaux sociaux? Je te raconte moi, même si je sais qu'il ne faut pas le faire, je suis là en train de bosser, je sais pas moi, je réponds à des mails, ou je crée du contenu, ou je discute avec les membres de ma formation, et j'ai laissé la fenêtre Facebook allumée, donc je vois qu'il se passe, j'ai une notification, je regarde, bon, ce sont des amis, je réponds pas. Mais si c'est quelque chose de professionnel, je peux pas m'en empêcher. Et donc, je coupe mon élan de travail, mon énergie à aller répondre toutes les 10 minutes à quelqu'un qui m'envoie une question à la con parfois. Et c'est là que c'est pas possible. D'où l'intérêt de prendre une assistante virtuelle. C'est le message que j'envoie via FaiDuWeb, l'agence de délégation des tâches en web marketing. Et c'est ce qui garantit que tous les entrepreneurs du web ont besoin d'une assistante virtuelle. Donc, il ne te reste qu'à te lever les manches, à sortir déjà ta plus belle motivation, ton sens de la curiosité le plus extraordinaire, déjà d'aller glaner plein d'informations, mais moi, je dirais que l'idéal, ce serait de t'inscrire à la formation, le club Devenir Asvir, parce que déjà, je te donne du contenu gratuit que je suis allée chercher à ta place sur YouTube et à d'autres endroits aussi. Ensuite, on fait une masterclass de 2h30 environ avec un invité, une invitée, de temps en temps des entrepreneurs, entrepreneuses, de temps en temps des assistantes virtuelles pour avoir un petit peu tous les sons de cloche. Ensuite, on travaille. Moi, je travaille, je partage mon écran et je te montre ce que je fais sur la thématique du moment. Donc, je rappelle la thématique du moment, réseaux sociaux et community management. Ensuite, je te donne un exercice et tu as jusqu'à la masterclass suivante. Pour travailler, il y a un groupe pour échanger avec les copines, voir à quel endroit ça bloque, à quel endroit ça ne bloque pas. Et à un moment donné, je te propose aussi le module avancé parce qu'il arrive que, par exemple, sur le module rédaction web, les nanas qui arrivent dans ma formation et qui ont déjà suivi une formation de rédactrice web, t'imagines bien que ce module, elles ne vont pas le prendre. Alors que d'autres personnes ont vraiment besoin de le prendre. Et dans l'autre sens, le module tunnel de vente et automatisation va vraiment intéresser les rédactrices web qui sont un petit peu coincées niveau technique et niveau tunnel, automatisation, page de vente, etc. etc. Donc en fait, la formation Le Club Devenir Asvir, c'est un abonnement sur 12 mois et ça c'est obligatoire. Et ensuite tes modules avancés, tu les prends
à ta guise. Voilà tout ce qu'il faut pour devenir une assistante virtuelle polyvalente au top de son art. Ciao!